mardi 2 mars, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Merci de nous suivre depuis vos différentes positions, que vous soyez ici en Côte d'Ivoire ou ailleurs, puisque nous sommes suivis depuis partout dans le monde. Nous sommes ensemble jusqu'à 8 heures où nous aurons à partager un programme tout en douceur, en délicatesse. Et nous nous invitons chez vous avec beaucoup de bonheur et c'est surtout un honneur, un programme très alléchant qui sera parcouru bien évidemment toujours avec Thierry Angeval. Et oui, Alix, c'est un beau petit programme que nous allons vous offrir aujourd'hui. Vous aurez des informations, on parlera sport bien sûr, avec fitness. Aujourd'hui, nous aurons le petit déjeuner à vous proposer dans cette émission, sans oublier des sujets très importants que nous allons décortiquer. Tout à fait, donc sortie de table pour le petit-déj, on aura à discuter avec grand plaisir de citoyenneté. Vous savez, nous sommes mardi, c'est inscrit au programme avec donc Madame Georgette Kwasibon. Nous parlerons de ce qui fait l'actualité, à savoir les élections à venir pour le dimanche pointant. C'est donc un sujet qui s'arrime à l'élection législative, donc citoyenneté et élection, on débattra de ce sujet. Et cela nous mènera juste après à recevoir Régis Kofi. On aura Régis Kofi, on aura aussi un grand homme du digital ici au niveau de RTI, du groupe RTI, en la personne de monsieur Lassina Ouattara qui nous parlera de ce beau site qu'est RTI Info et les vérificateurs, un concept très spécial. Et nous allons donc terminer cette émission avec du droit. Ce sera en compagnie de Maître Landry Couillot. Le thème aujourd'hui, voter, un droit fondamental et un devoir républicain. Allez, on part avec la couleur du temps, le premier point de l'actualité et on revient. Mesdames et messieurs, bonjour. Le nord et l'est observeront un temps peu nuageux avec en fin de matinée de la brume sèche, notamment au nord-ouest. Sur le littoral, le début de matinée nuageux fera place à un temps progressivement ensoleillé et à l'ouest, au centre et dans le sud forestier, on pourra observer du brouillard ou de la brume humide en début de période. Passons aux températures. Le mercure affichera 26 degrés à Abidjan à Diaké, 25 à Bondoukou, 24 à Boaké, 23 degrés à Daloa, 24 à Dimbokro, 23 à Gagnoa, 26 degrés à Korogo, 22 degrés à Mont, 25 à Odiéné, 24 degrés à San Pedro, 25 à Sassandra, 24 à Tabou et 23 à Yamoussoukro. Au cours de l'après-midi, sur les régions du nord, du centre et de l'est, la remontée des vents humides favorisera un temps partiellement nuageux et relativement ensoleillé. Cependant, on notera le retour des vents secs en fin de période sur le nord, l'ouest, le sud forestier et le littoral. Observeront au milieu ou en fin de période des orages isolés avec localement quelques averses de pluie. Passons aux variables, le mercure affichera 31 degrés à Abidjan, 32 à Adiaké, 35 à Bandoukou, 33 à Boaké, 34 degrés à Daloa, 36 à Dimbokro, 34 à Gagnoa, 36 à Korogo, 34 degrés à Mont, 35 à Odiéné, 31 degrés à San Pedro, 32 à Sassandra, 31 degrés à Tabou et 33 à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis et excellente journée à toutes et à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Ça y est, c'est fait. La campagne de vaccination contre le coronavirus est lancée en Côte d'Ivoire. Elle a démarré hier par les autorités, notamment le ministre d'État Patrick Hachi, les ministres Raymond Goudou Kofi et Mamadou Touré, ou encore le chef d'état-major des armées. On fait le point avec Salimatou Dia. La toute première dose de vaccin anti-Covid-19 injectée dans le bras du ministre d'État Patrick Hachi. Le geste symbolique vise à rassurer la population. Je ne sais pas si c'était l'infirmière qui était experte, mais je n'ai senti aucune piqûre, je dirais, dans mon bras.
L'exemple sera également donné par les ministres. Celles qui vont recevoir ces premières doses, d'être rassurées. Vous savez qu'un vaccin, c'est pour renforcer le système immunitaire. Ça veut donc dire que c'est pour protéger la population. Lorsque ce vaccin sera généralisé, invitez tous les jeunes à se faire vacciner. Les rumeurs qui circulent sur les vaccins, notamment les effets secondaires, etc., vous venez de voir, nous-mêmes venons de nous faire vacciner. Donc nous tenons notre vie. Et donc si nous sommes vaccinés, c'est parce que nous avons eu toutes les assurances que ce vaccin, il est bon. Le moment est solennel pour la Côte d'Ivoire, qui rentre ainsi dans l'histoire en étant le premier pays à procéder à la vaccination avec le mécanisme COVAX. À la vérité, un sentiment de fierté. Fierté pour mon pays. Les résultats sont au rendez-vous. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est tout de même reconnue comme étant l'un des pays qui a le mieux géré cette pandémie à coronavirus. 10 jours de vaccination sur le site du parc des sports de Treichville. L'efficacité du vaccin est prouvée, nous diront les partenaires au mécanisme COVAX. C'est un vaccin qui est passé par toutes les étapes de son homologation. Et c'est d'une rigueur scientifique extraordinaire. Et à la fin, il y a tout un comité d'experts qui siège au niveau mondial et qui atteste de l'innocuité de ce vaccin-là. Le vaccin va également éviter les formes sévères, donc éviter les décès. Ce sera important que nous formons toutes les agences de santé pour qu'ils puissent être les premiers ciblages et expliquer aux populations pourquoi c'est important de faire la vaccination. Aujourd'hui, on commence à montrer qu'on tient notre promesse d'équité vaccinale, d'équité face à cette pandémie, que personne ne soit laissé sur le côté, que l'on vaccine toutes les populations vulnérables partout là où elles sont. Gratuite et volontaire, l'État invite les populations à la vaccination. Donc un appel à toute la population à venir se faire vacciner progressivement sur les lieux qui auraient été indiqués à l'appel du ministère de la Santé, pour que le plus rapidement possible le processus de contamination puisse s'arrêter et que la vie normale puisse reprendre. 69,3% de la population totale est la cible de cette campagne de vaccination. 5e jour de campagne aujourd'hui pour les législatives du 6 mars prochain. Les candidats sont bien présents dans les rues pour convaincre les électeurs. Le jeu de séduction a démarré le 26 février dernier pour s'achever le jeudi 4 mars prochain. Pour la première fois depuis 10 ans, la branche du Front populaire ivoirien, FPI, de l'ancien président Laurent Gbagbo, présentera des candidats sous la bannière d'une coalition de partis appelée Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS. Éduquer la population aux médias et à l'information, la campagne de sensibilisation et de lutte contre les fake news a posé ses valises à Abobo. C'est une initiative du réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, Reprelsi, qui entend sillonner plusieurs communes et villes du pays. Didier Nguessan. Sensibiliser la population contre les fausses informations dites fake news. Le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, Reprelsi, lance une caravane. Première étape, la commune d'Abobo, quartier Banco-Anador. Les journalistes Élisée Boloube et Mamadou Kébé forment les participants sur les outils et techniques de vérification de l'information. En tant que professionnels de la communication, surtout du segment en ligne, nous avons un rôle important à jouer, à apporter notre contribution pour, n'est-ce pas, le retour de cette cohésion au sein de la population. Et cela passe par la formation, parce que quand on est mieux formé, on a les outils en main, on peut soi-même vérifier ces informations pour s'assurer qu'elles sont l'émanation d'une source crédible et donc capable d'être partagées sans aucune crainte. Cette période électorale est propice à la floraison des fake news qui peuvent fragiliser la cohésion sociale. Mais mieux outillés, les jeunes pourront désormais vérifier la source des informations. Elle nous a permis de ne plus envenimer les situations, de connaître qu'à partir de cet instant, dès qu'on reçoit une information, il faut qu'on aille vérifier cette information par le Twitter, par le Tinaille, par Google Images. Après votre exposé, d'autres se sont dit « Ah, attention maintenant, dès que je reçois un message par WhatsApp, avant d'appuyer sur partager, je dois faire attention car j'ai la clé de ma cellule en main. » La caravane des professionnels de la presse en ligne est annoncée à Dabou, Bonois et Yopougon. Retour de l'information à 7 h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.
Merci Régis Kofi et sa belle chemise rose. C'est vraiment joli. Merci. Alors, à tout à l'heure. Oui, également, votre robe, très belle. Oh, c'est gentil. On fait toujours des efforts pour nos téléspectateurs. Hein. Se réveiller tôt, il ne faut pas agresser les yeux. Juste. Alors, on vous maintient en forme, hein, toujours dans le prolongement de l'amour et de l'affection débonnaire que l'on vous porte. On vous invite maintenant à faire quelques mouvements. C'est uniforme. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Nous sommes à notre séance de full body. Prêt? C'est parti! Deux, trois, on va en squat. Là, 1. Changer. Relever, changer. 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 En squat. Relâchez là. Croisez devant. Alors on pèse. Là on va changer. On va en squat. Changer. On va en squat. Là on saute. Élévation. Avec devant. Allons, pèse, go. Relâchez. 1. Encore une fois, go. Croisez devant, là, 1. Relâchez. Tirez, baissez. Reprenez là. Rapidement. Tirez poitrine. Go. Ça baisse légèrement. Et progressivement. Go. Tirez là. Relâchez. Tournez au niveau des épaules. Rotation des épaules. Changez de sens. Mais au niveau de la taille, tirez sur le tronc.
on revient changer, pousser. Voilà, et on se permet un peu de full body sur cette très belle chanson de Jamelia, mélange de techno et de pop pour vous permettre de bien démarrer la journée. Allez, d'autres informations avec la revue de presse. Il faut le voir, il est tout sérieux pour vous donner sa revue de presse. C'est monsieur Renaud Kobia avec qui on démarre maintenant cette revue de presse pour ce mardi. Alors, législative bien évidemment du 6 mars 2021, le chef du gouvernement appelle à des élections apaisées. Bonjour à tous. Oui, dans un message posté ce lundi sur sa page officielle Facebook, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui séjourne en France depuis une dizaine de jours pour des raisons médicales, a appelé tous les candidats aux législatives à œuvrer pour une campagne et une élection apaisée. Et dans ce message qualifié de fort par le quotidien L'Expression, le chef du gouvernement fait appel au sens de la responsabilité de toutes les personnes engagées dans le scrutin législatif du 6 mars. Et on reste sur le même sujet avec le RHDP. Et cette question, le RHDP va-t-il tout rafler à Abidjan? C'est la question que pose à sa une de ce jour le matin, selon le confrère, au vu de la démonstration de force du parti au pouvoir et le peu de répondants que propose en face l'opposition. La messe est déjà dite et rien ne peut s'opposer à la victoire des candidats du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Plus de précisions dans le matin. Et justement, en face, l'opposition qui quadrille le pays lors de cette campagne, nous dit-on. Oui, c'est ce que révèle le nouveau réveil. Selon le quotidien, au 4e jour de campagne, les candidats EDS et PDCI ont verrouillé totalement la Côte d'Ivoire. Et toujours selon le confrère, à voir les réactions des populations lors des meetings de ses représentants, il n'y a pas de doute quant à la victoire de l'opposition à ces législatives. Et c'est effectif en Côte d'Ivoire. Les vaccinations contre la Covid-19 ont démarré hier. Tout à fait. La première personne à avoir été vaccinée sur le territoire national est le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Après avoir reçu sa dose de vaccin, le ministre Patrick Hachi, qui représentait le président de la République à ce lancement, s'est voulu rassurant. Pour ce faire, il a indiqué, selon le Patriote, qu'avec cette opération qui est rentrée dans sa phase active, progressivement, nous reprendrons notre vie comme avant. Justement, lors de ce lancement de campagne de vaccination de Covid-19, le parc d'export de Trècheville a refusé du monde. C'était hier, bien sûr. Oui, il a été littéralement pris d'assaut, cet établissement qui avait été réquisitionné pour l'occasion. Et à en croire le quotidien, le premier bénéficiaire de cette opération de vaccination que sont les agents des forces de l'ordre, les enseignants et le personnel médical sont venus en grand nombre recevoir leur dose de vaccin. Et on change de sujet. Renaud, un concours d'entrée au CAFOP est ouvert depuis hier. Effectivement, un concours d'entrée direct dans les centres d'animation et de formation pédagogique CAFOP au titre des instituteurs adjoints est ouvert depuis hier. Les inscriptions qui ont débuté hier prennent fin le 23 avril 2021 et selon une note du ministère de l'Éducation nationale transmise à l'ensemble des médias nationaux, sont autorisés à se présenter à ce concours les Ivoiriens titulaires du brevet d'études du premier cycle BEPC et dont l'âge est compris entre 18 et 36 ans. Alors, on passe maintenant à un mot de transport avec la Sotra qui se déploie dans le Béquet. Oui, la société de transport abidjanaise s'installe à Boaké et pour ce faire, elle a ouvert des lignes de bus dans la capitale du pays baoulé. Et selon les responsables de la société, ce sont 8 lignes desservies par 73 autobus qui seront opérationnels dès la rentrée d'octobre 2021 afin de permettre aux populations de la deuxième ville du pays de se déplacer en toute quiétude. Et ajustement mensuel des coûts du carburant en Côte d'Ivoire, le prix ne bouge pas pour ce mois de mars. Oui, le prix de l'essence super sans-plomb et celui du gasoil restent inchangés à 600 francs CFA en Côte d'Ivoire du 1er au 31 mars 2021 comme le mois précédent, selon une note d'information de la Direction générale des hydrocarbures, note transmise à la plupart des médias nationaux et pareil pour le pétrole aussi, dont le prix du litre est maintenu à 555 francs CFA comme depuis plusieurs mois. Il faut noter que l'ajustement des prix à la pompe du carburant en Côte d'Ivoire se fait chaque mois, conformément au dispositif du mécanisme automatique des prix des hydrocarbures sur le marché mondial. Et on clôture cette revue de presse en restant dans les méandres de l'univers routier, la prise en charge des personnes victimes d'accidents. Les pompiers dénoncent une situation à l'origine de nombreux décès.
Et cette situation qui est pointée du doigt par les agents du groupement des sapeurs-pompiers militaires, c'est la non-assistance à laquelle ils sont confrontés très souvent dans les formations sanitaires où ils envoient les accidentés qu'ils prennent en charge. En effet, selon des agents des sapeurs-pompiers, de nombreuses personnes décèdent suite aux accidents proches parce que quand ils les envoient dans certains hôpitaux proches des lieux de ces accidents, les personnels de ces structures sanitaires refusent de les prendre en charge et souvent c'est pour des raisons farfelues. Merci Renaud. C'est scandaleux, hein, oui, faut le dire. Dans l'article, il y a un pompier qui a dit qu'une fois, ils avaient refusé de prendre en charge un accidenté parce qu'il était sale. Non mais franchement, dans un hôpital de la place. C'est fort quand même, hein. Il faut déjà secourir la personne et puis après on verra derrière ce qu'il y a à faire. On pensera à tout ce qui entoure cet accident-là. Merci beaucoup Renaud. Voilà. Et puis notre information converger vers les kiosques à journaux. C'est ça l'essentiel. Il faut continuer à soutenir la presse nationale. Merci beaucoup. Ben oui, c'est important. Allez, on va poursuivre cette émission avec des cours assez particuliers qui sont donnés dans les écoles françaises. Dans notre reportage aujourd'hui, un Ivoirien fait la promotion du cacao dans les écoles françaises avec les amis de San Pedro. On regarde. Aubervilliers, banlieue parisienne, un cours bien particulier dans cette salle de classe du collège Rosa Luxembourg. Après avoir rassemblé les cabosses, on les amène où? Le cacao ivoirien, l'ensemble de la chaîne de production expliquée aux élèves des classes de 4e et 5e. Toutes les étapes, la préparation du sol, la préparation des pépinières, l'entretien des plants, jusqu'à la maturité des cabosses. Ces étapes sont enseignées aux enfants de France. 4 années déjà que cet homme sillonne les écoles de la région parisienne. Désiré Begré, cet Ivoirien, est le fondateur de l'association Les Amis de San Pedro. On leur a donné toutes les informations qui concernent le chocolat, qui concernent le cacao, la place de la Côte d'Ivoire dans le monde du cacao. C'est la première, hein, donc il faut qu'ils sachent d'où vient le cacao. Des quiz et des jeux pour stimuler l'attention, mais l'essentiel du support pédagogique se tient à cette bande dessinée. Wa Konongbe, la cabosse qui parle, avec entre autres ambition briser les idées reçues sur le cacao ivoirien, notamment pour ce qui concerne la question du travail des enfants. Cette année, nous avons introduit dans nos programmes scolaires la campagne de sensibilisation du CNS, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail, l'exploitation et la traite des enfants. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, le cacao est un cacao éthique et moral, que le cacao ivoirien n'emploie pas les enfants dans les plantations et que la place des enfants se trouve à l'école. À ce titre-là, la loi est universelle et tout contrevenant s'expose à la loi en Côte d'Ivoire. De ce fait, l'ONG Children Africa, que dirige notre première dame, Mme Dominique Ouattara, a créé des aires de jeu et des écoles à proximité des cacaocultures. Une façon de prolonger l'action de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui porte le même combat. Désiré Begré et ses amis veulent construire durablement l'idée d'un consommateur nouveau du chocolat ivoirien en Europe. Les enfants que nous enseignons, demain seront des décideurs. On pourrait les retrouver au cours de Londres, où on discute des prix du cacao. On a beaucoup appris sur le chocolat, que le chocolat venait de la Côte d'Ivoire et tout ce qu'on a mangé ici c'était 100% naturel, sans produits chimiques. L'association Les Amis de San Pedro qui d'ailleurs va présenter à la première dame à Abidjan bientôt la nouvelle édition de la bande dessinée sur le cacao ivoirien. L'idée est après la France de vulgariser cet outil didactique dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Magnifique initiative de M. Begré, un grand passionné de l'agriculture et particulièrement de cette culture qui constitue l'un des piliers phares de notre économie. La Côte d'Ivoire est donc le premier pays producteur de la fève et donc c'est très important de faire savoir son importance au niveau international et il faut dupliquer aussi, pourquoi pas, l'initiative au niveau local avec les enfants d'ici qui ne savent peut-être pas comment on réussit à obtenir du chocolat. Ils sont friands de chocolat, mais c'est quand même leur pays qui donne à cette belle planète-là vraiment la matière première pour pouvoir produire ce beau chocolat qui est aimé et adoré de tous les papilles. Alors, donc, nous, on passe maintenant à une autre phase de cette émission. On reste à l'extérieur avec un de notre téléspectateurs qui a décidé de nous parler de sa routine matinale.
Voilà, juste Alix, avant d'aller avec notre téléspectateur, eh bien, on va quand même manger un peu avant de revenir donc pour la routine matinale. Ne décrochez pas donc, on part avec Madame Clément Awa, on va dire chef Clément Awa, avec elle aujourd'hui, omelette terre et mer. Bonjour chef. Bonjour madame. Alors, bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. On parlait de chocolat à l'instant. Peut-être qu'on aura du chocolat dans cette assiette ou pas? Non, malheureusement, ça ne sera pas du chocolat. Ben, ce n'est que partie remise. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette belle assiette aujourd'hui? Dans cette belle assiette, il se trouve une omelette terre et mer. Qui est constituée de quoi? Qui est constituée de la patate qui fait partie de la terre et la gambasse qui fait partie de l'eau, la mer. D'accord. En tout cas, l'assiette, elle est joliment présentée, il y a de belles couleurs. Comment on obtient finalement ce que vous nous proposez ce matin? Bon, c'est franchement simple. On fait des œufs à la maison. Relativement simple. Oui, relativement simple. Ça ne prend pas vraiment de temps, 10 minutes au maximum, vous avez votre omelette. D'abord, tout en commençant, on découpe la patate en petits dés qu'on fait pré-cuit à côté. C'est pareil aussi pour la gambasse. On les fait pocher et on les met de côté. Après, on fait revenir les deux. On les réserve à côté, on met l'huile d'une poêle, on bat les œufs naturellement, sel, poivre. Et nous faisons l'omelette. En fin de cuisson, nous ajoutons les ingrédients. Et voilà ce que ça donne comme plat. Alors, vous êtes experte en la matière, vous êtes chef, voilà. Oui. Alors, comment est-ce qu'on doit cuire des œufs, s'il vous plaît? Comment est-ce qu'on doit faire une omelette? Faire une omelette, on casse les œufs, on les bat, on assaisonne de sel et poivre. Et en 3 minutes, tes œufs cuisent. Mais la cuisson doit être comment? Bien, les omelettes doivent être baveuses ou bien... Bon, là, ça dépend du client. Il y a des clients qui aiment des omelettes baveuses, comme des clients qui aiment des omelettes bien cuites comme à la maison. Et c'est comme ça se passe. Mais en général, rares sont les clients qui préfèrent les omelettes baveuses. On peut compter le nombre de personnes, en fait, qui mangent ce genre d'œufs. Parce que c'est quand même difficile. C'est coulant, donc c'est pas tout le monde qui arrive à manger. Ah, tout à fait. Et parlant de ça, hein, les goûts, les couleurs ne se discutent pas. Chacun y va effectivement. Voilà, son point de vue. Alors moi, je vais rester les pieds bien ancrés dans la terre et revenir à la patate. Parce que vous avez parlé du procédé pour obtenir la patate comme ça, découpée en petits carrés. Bon, avec les pommes de terre découpées pour des pommes sautées, ça passe. Mais comment on fait? On laisse cuire d'abord avant de découper ou c'est avant? Non, vous découpez pour aller plus vite. Vous découpez finement en brunoise, ce qu'on appelle petit dés en cuisine. D'accord. Vous découpez vraiment en petits dés. Vous mettez de l'eau salée dans votre casserole. Vous faites cuire normalement à 3 minutes. Le fait que ça soit coupé en petits dés, ça va tellement rapidement. Donc vous devez surveiller la cuisson, sinon vous tirez vers la purée de patates. D'accord. Et comme vous le dites, c'est maximum 10 minutes pour... Bon, le temps de préparer, puisque vous faites cuire la gambasse à part, vous faites pocher la gambasse à part, la patate à part, ça peut vous faire 3 minutes de chaque. Après, vous faites revenir, au moins en 2 minutes, vous faites revenir, vous assaisonnez de sel et poivre, vous réservez à côté, et là, maintenant, vous faites vos omelettes. C'est là qu'il peut prendre au total 10 minutes. Très bien. Et parlons de gambasse, c'est simple aussi Oui, c'est quelque chose de simple, mais délicat aussi à travailler. Ah ben voilà. Donnez-nous la petite subtilité, l'astuce. Pour travailler, il faut que d'abord vos gambas soient très, très frais. Parce que à moins de coût, vous pouvez intoxiquer un client. Donc, vous décortiquez votre gambasse. Juste à l'arrière de la gambasse, il y a une ficelle que vous devez enlever parce qu'elle contient du sable. Très bien. Et là, ça doit être vraiment délicat. Sinon, à moins de coût, tout le plat devient sableux, c'est-à-dire à moins de goût, vous sentez le sable. Donc, vous enlevez d'abord la ficelle, vous lavez correctement et vous découpez aussi en cubes. C'est très minutieux ce que vous êtes en train de... Oui, effectivement, parce que je me vois déjà en train de le faire, en fait. Mais alors, dites-nous, est-ce qu'on peut utiliser peut-être autre chose, voilà, pour agrémenter un peu... Oui, effectivement, vous pouvez utiliser le poisson, ça vient de la mer. Vous pouvez utiliser des crevettes. En fait, il faut un mélange de quelque chose. À la base de la patate aussi, vous pouvez utiliser des champignons. C'est-à-dire un truc de la terre et de la mer, c'est ça. Un beau mariage. Oui, effectivement. Et ça épouse bien tous les goûts? Oui, franchement, ça donne en même temps un goût sucré-salé à cause de la patate et puis les œufs bien assaisonnés, franchement, c'est du bon. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier de goûter quand on cuisine. Oui, effectivement, on est obligé de goûter pour ne pas faire d'erreur.
Alors, ça s'accompagne de pain? Oui, de pain toasté. À défaut, ça peut être simple. Oui, à défaut, ça peut être simple, parce que c'est vraiment consistant. Oui, oui. Et là, quand vous mangez, je ne pense pas que vous pourriez grignoter la journée. Ah, ça cale pour oui, toute la matinée. C'est quand même lourd. Avec la patate à l'intérieur, c'est franchement lourd, puisqu'on dit éviter de grignoter entre les repas. Donc, ça sera vraiment bon avec un petit café. Pas besoin de pain forcément. Et là, vous êtes fait pour une bonne journée. Et justement, ce repas, il peut se déguster à tout moment de la journée, le oui, matin, effectivement, à tout moment de la journée. Que ça soit matin, midi, quelque chose de léger, de consistant mais léger. C'est-à-dire, vous pouvez manger à midi, comme le soir, vous n'avez pas envie de grandes choses. C'est parfait, ça peut passer. Oui, pas envie de grandes choses, donc 10 petites minutes, avoir un peu plus dans la cuisine pour faire ces œufs, voilà. Moi, en tout cas, je préfère quand c'est sec, comme on dit, pas trop baveux en tout cas. On accompagne un peu de pommes de terre. Si vous n'aimez pas les gambas, c'est bien le poisson, voilà. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Et merci infiniment, chef Clément Awa, qui nous proposait ce matin une omelette terre et mer. Nous, on va rester ici, hein, bien sur la terre, pour suivre notre émission. Et puis recevoir maintenant notre cher téléspectateur pour l'appel WhatsApp. Bonjour à toute l'équipe de Matin Bonheur. Bonjour et gros coucou à Alix et Angeval. Je suis Christian Ndri. Et la première des choses que je fais quand je me lève le matin, c'est de dire merci à Dieu. Dire merci à Dieu pour la force, pour la santé, pour l'énergie de la vie qu'il nous donne, ma famille et moi, de nous tenir debout. Et une fois que j'ai rendu grâce, je cours prendre mon bain. Après ce bain-là, je me fais une boisson chaude que je savoure en parcourant les Écritures saintes. Voilà, pour rechercher le conseil de la journée. Voilà, une fois que ça c'est fait, voilà, je m'apprête et je prends le départ pour le travail. Voici un peu comment je fais chaque matin. Bonne journée. Et oui, bonne journée à toi, cher ami. Bonne journée aussi à toutes les personnes qui prennent un peu de leur temps pour nous regarder avant d'aller au travail. Et même ceux aussi qui arrivent au travail et qui regardent Matin Bonheur. C'est comme ça, un matin plein de bonheur du lundi au vendredi sur la chaîne qui rassemble. Merci de nous rejoindre. Bienvenue dans cette édition. À peine arrivée, la nouvelle chef de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo, a appelé hier à débloquer les négociations sur les aides à la pêche au premier jour d'un mandat historique à la tête d'une institution en crise en pleine pandémie. Elle n'a pas perdu une minute et a inauguré une sculpture sur glace représentant des poissons installés par des ONG en compagnie de l'ambassadeur colombien Santiago Wills, président des négociations sur les subventions à la pêche qui sont au point mort. En France, jugé coupable de corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes, Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme. Pour la présidente du tribunal, l'ancien président a bien tenté de corrompre un haut magistrat, Gilbert Azibert, avec la complicité de son avocat Thierry Herzog. Il était question d'un poste à Monaco, un échange d'informations confidentielles sur un dossier le concernant. Même condamnation pour Gilbert Azibert et Thierry Herzog. L'avocate de Nicolas Sarkozy, maître Jacqueline Lafont, a aussitôt fait appel. Aux États-Unis, chirurgie et pandémie font bon ménage. Les chirurgiens esthétiques américains ont noté une forte hausse des demandes liées à la multiplication des appels vidéo et confinement face au Covid-19. À Washington DC, Hudson Young, celui que vous voyez sur l'image, peu satisfait de son apparence lors de ses réunions sur Zoom, s'est fait lifter le visage, le cou et refaire les paupières. Selon Dr Catherine Annan, la clientèle a presque doublé depuis le début de l'épidémie. Elle constate qu'en général, ces patients ont plus de rides, de froncements de sourcils parce qu'ils ont été tellement stressés l'an dernier. En Birmanie, les forces de sécurité ouvrent de nouveau le feu sur des manifestants à Rangoon au lendemain d'une répression militaire qui a fait au moins 18 morts dimanche selon les Nations Unies. L'AFP, l'agence France-Presse, a pu confirmer à ce stade de sources indépendantes 10 morts, mais certains rapports mettent en avant un bilan encore plus lourd que celui annoncé par l'ONU.
Tenu au secret depuis son arrestation le 1er février, l'ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi a comparu ce lundi en vidéoconférence et a été inculpée pour violation d'une loi sur les télécommunications et incitation aux troubles publics. Le Premier ministre arménien, dont la démission est réclamée par l'opposition, s'est déclaré lundi prêt à des élections législatives anticipées pour mettre fin à la crise politique que connaît ce pays du Caucase. Cette déclaration de Nikol Pachinian intervient alors qu'il a réuni lundi soir des milliers de ses partisans en plein centre de la capitale Yerevan pour montrer que le peuple est disposé à soutenir l'ordre démocratique. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Excellente journée à vous. Derrière, ce sera la réception de nos invités. Après l'actualité, c'est un autre grand moment que nous vous offrons avec nos différents invités. Dans quelques secondes, nous allons parler Code citoyen avec notre invité. Et oui, et elle est déjà installée ici avec nous en plateau. On la retrouve, nous concernant avec beaucoup de joie. Bonjour Madame Kwasi. Bonjour Madame Alice. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'arrime à l'actualité en parlant de notre chronique Code citoyen, attitude citoyenne en période électorale. Déjà, d'ores et déjà, comment vous définirez la période électorale? La période électorale, en fait, elle est constituée de 3 étapes, c'est-à-dire la période de la campagne, la période de l'élection elle-même, et puis la période après les élections, c'est-à-dire la période des résultats. Et pour nous, ce serait bien que chaque citoyen, chaque Ivoirien puisse adopter une attitude citoyenne pendant ces périodes-là. Parce que malheureusement, élection rime en Côte d'Ivoire avec trouble, avec violence. Et pour nous, il y a 3 acteurs principaux qui doivent véritablement jouer leur rôle dans cette période-là, c'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire à travers la CEI, les candidats eux-mêmes qui doivent aussi jouer leur rôle, éduquer, sensibiliser eux-mêmes, avoir une attitude de bon ton, et puis l'électeur lui-même qui est le citoyen qui doit savoir qu'est-ce que je dois faire pendant cette période-là. Et ce sont ces 3 attitudes-là qu'on aimerait vous proposer ce matin. Merci déjà pour ces belles propositions. Alors, pour plus de précision, on va peut-être dire à nos téléspectateurs, eh bien, la période électorale finit le 40e jour, soit au résultat ou, avant, ou le jour du vote. La période électorale, pour nous, c'est après les résultats. Après les résultats. Oui, okay. Parce qu'il y a 3 étapes. Oui, bien sûr. Merci pour ces précisions-là. Que signifie une attitude citoyenne dans cette période? L'attitude citoyenne, en fait, c'est la bonne attitude que je dois adopter pendant cette période-là, en tant que citoyen, c'est-à-dire devant prendre part au processus électoral. En fait, c'est un droit de voter, c'est un droit de participer aux élections. Et donc, en tant que citoyen, en tant qu'individu appartenant à une communauté, c'est de mon devoir de pouvoir de faire ce choix-là, de la personne qui va me représenter à l'Assemblée nationale. Et donc, en fait, c'est cette attitude-là que nous voulons préconiser ici. Alors justement, parlons de cette attitude que nous voulons bonne. Comment se décline-t-elle dans la pratique, partant sur ces différents points des étapes électorales? Très bonne question, Madame Alix. Nous allons passer, d'abord, nous allons partir des candidats, parce qu'en fait, ce sont eux-mêmes qui mènent le jeu électoral. Pour nous, le candidat doit pouvoir véritablement éduquer son équipe de campagne, parce que très souvent, ce sont les équipes de campagne qui souvent mènent des actions qui enveniment la situation. Très bien éduquer son équipe de campagne, disposer d'un programme et mettre ce programme à disposition de son équipe de campagne qui va pouvoir le mettre à disposition des différents électeurs pour qu'ils comprennent exactement ce qu'ils proposent. Parce qu'en fait, et puis dans le discours même de ce candidat-là, avoir le bon ton, du respect vis-à-vis des autres candidats. Parce qu'en fait, c'est ce modèle-là, puisqu'on est modèle en tant que candidat, oui. Et c'est ce modèle-là qui sera répercuté par les autres. Et donc, c'est ce candidat-là même qui doit avoir ce bon ton-là et pouvoir amener les autres à adopter en fait l'attitude citoyenne pendant la période électorale. Parce que très souvent, j'ai assisté avant-hier, il y avait un QG de campagne, on ne mettait que la musique.
J'ai dit, mais cela aurait pu servir à avoir à disposition simplement des dépliants d'informations sur mon programme. Oui. Ah, qu'est-ce que je propose? Voilà ce qu'on propose. Parce que voilà, il faut éduquer nos populations à cela. Leur dire, en fait, ce n'est pas le visage, ce n'est pas l'individu, ce n'est pas le groupe ethnique, ce n'est pas l'appartenance, tout ça, mais qu'est-ce que la personne nous propose? Qu'est-ce qu'elle va aller dire là-bas à l'Assemblée nationale? En fait, comment est-ce qu'elle va nous représenter? Comment est-ce que cette personne va nous représenter? Et donc, c'est ce programme de campagne-là qu'on doit mettre à disposition des populations pour pouvoir leur faire comprendre, ah, moi, je propose mieux. Voilà. Et c'est sur ça qu'on doit pouvoir faire le choix. Ça, c'est en tant que candidat. Nous, électeurs, avant la période même électorale, il faudra même disposer au moins de sa carte d'électeur, c'est-à-dire aller... s'enregistrer sur la liste. Se faire enregistrer sur la liste électorale, tout ça. Aussi, avant la période, il faut s'informer sur le programme de campagne de chaque candidat. Parce que malheureusement, on se focalise sur notre candidat. Non, il faut s'informer. Il faut s'informer sur les autres candidats. S'informer, accepter en fait de les recevoir, d'entendre en fait ce qu'ils vont dire. Éviter surtout la corruption. Tant au niveau du candidat que même des électeurs. Parce que très souvent, les électeurs sont là, mais qu'est-ce que tu nous donnes? Non. Ce qu'il va vous donner, en fait, c'est en tant que représentant, votre représentant au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, ne pas véritablement favoriser ce genre de relation-là. Parce que là, si vous êtes acheté aujourd'hui, demain, il ne va pas vous consulter. Lorsqu'il y aura un projet de loi, voilà... Puisque déjà, il a déjà payé votre voix, il pourra décider comme il veut, quand il veut, sans tenir compte de votre avis. Et donc, pour nous, il faut véritablement bannir cette notion de corruption-là pendant le processus électoral. Oui. Allez-y, allez-y. Maintenant, pendant les élections elles-mêmes, très souvent, il y a certains électeurs qui portent encore le T-shirt à l'effigie du candidat. Du candidat. Après le 4 mars, en principe, on ne doit plus porter en fait ce T-shirt-là. Et donc, on ne doit pas le porter quand on va voter. Son bulletin dans l'urne. Voilà, poser son bulletin dans l'urne. Parce que là, la période de campagne, elle est terminée. Et donc, il faut se munir en fait de ces pièces, aller voter, et puis ne pas empêcher les autres de le faire. Parce que malheureusement, il y a d'autres, comme celui du fait qu'ils se voient menacés, oui. Ils s'organisent... des intimidations. Et ils font des intimidations à l'encontre des autres candidats, des autres électeurs, pour ne pas que en fait, ces personnes-là aient accès même au bureau de vote. Pour nous, cela a proscrit. Je pense que chacun de nous a le droit de voter et on est libre de le faire. Bien sûr, on ne va pas sauter ce chapitre, on va rester sur ce chapitre-là pour que les gens puissent comprendre toutes ces attitudes et tous ces comportements qui ne seraient pas citoyens. Parler des attitudes... D'autres exemples. D'autres exemples, en fait, d'attitudes qui ne sont pas citoyennes. Très souvent, on déchire l'affiche de l'autre candidat. Oh, mais celui-là... je peux, celui-là il m'énerve, hein. Et puis, oui. Voilà. Les actes de vandalisme. Soit on met qu'on appelle ça, la peinture de la peinture sur le visage, ou bien on déchire, on va même jusqu'à brûler pour certains, on tient des propos injurieux. Je dis non. Par exemple, la dernière fois, M. Conan préconisait qu'on puisse utiliser, par exemple, les réseaux sociaux pour pouvoir informer les électeurs, sensibiliser les électeurs, amener en tout cas à partager en fait son programme-là. Je pense qu'il n'est pas encore tard pour chaque candidat de le faire, de pouvoir passer sur les réseaux sociaux avec le très bon ton, parler en fait de son programme, mais aussi les électeurs de pouvoir ah, mon candidat il est bon, voilà, on peut faire, voilà. C'est aussi un bon moyen de pouvoir sensibiliser, informer les autres et puis amener plus d'électeurs dans son équipe. Alors toujours dans le cadre de, on va dire, l'incitation, la sensibilisation aux bonnes pratiques en période électorale, parlons des candidats et des électeurs. Normalement, ce qui se voit généralement, c'est des monologues finalement. C'est des candidats qui viennent parler à des électeurs. Est-ce que ça biaise pas un peu le fait que l'électeur n'a pas forcément la bonne information, puisqu'il ne peut pas finalement poser de questions? C'est ça. Puisqu'il n'a même pas le programme d'action
motivation du candidat. Donc, il ne sait pas. Mais je pense que... Tout tourne autour de la personne. Voilà, c'est la personne même, en fait. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, ici, c'est la personne qui est pratiquement en griffe déifiée, qu'on présente. Elle a des postures aussi, des images, des affiches, tout ça. La dernière fois, j'en parlais même à mon époux. J'ai dit, mais depuis lors, les candidats ne sont pas encore venus vers nous. Pour nous, en fait, pour nous proposer leur programme. Il dit, non, mais tu le vois déjà sur les affiches. Je dis, non, mais les affiches, c'est juste... C'est juste des shootings, quoi. Voilà, c'est des shootings, on montre leur bon profil et puis c'est tout. Mais qu'est-ce qu'ils nous proposent? C'est cette question-là que chaque électeur doit se poser. Qu'est-ce qu'il nous propose? Qu'est-ce qu'il va aller dire demain? Il ne faudrait pas qu'en fait, on vienne là... Nous sommes quand même des personnes instruites. Nous sommes allés à l'école. Donc, en fait, il faut que l'Ivoirien, maintenant, fasse comprendre aux différents candidats que il a quelque chose. En fait, il faut qu'on vienne lui dire ce qu'il propose. Voilà, il ne faudrait pas que ce soit juste de la musique. Voilà, surtout en termes de nuisances sonores. C'est véritablement, c'est-à-dire, c'est l'outil utilisé très souvent par nos candidats. Beaucoup de musique, de la musique, et puis bon. Pour attirer des foules. Pour attirer des foules. Mais qu'est-ce que vous leur dites, en fait? On voit des artistes qui se produisent. Bon, au moins, si on utilise ces artistes-là pour passer son programme, d'accord, son programme d'action, d'accord. Mais si c'est juste, en fait, pour venir prester et puis partir, je pense que cela n'a pas de sens. Il faut véritablement emmener les Ivoiriens à comprendre, ah, on va faire quoi? Voilà ce qu'on propose. Je pense qu'on va aider à voter des lois pour pouvoir installer, par exemple, de l'électricité partout. Voilà, ça, c'est quelque chose que je dis comme ça. Mais je pense que ce programme-là doit véritablement être l'outil même principal de la campagne électorale. Et donc, chaque candidat, en tout cas, s'y mette, s'ils n'ont pas encore commencé, qu'ils s'y mettent, parce que l'Ivoirien d'aujourd'hui doit devenir véritablement exigeant. Exigeant, qu'est-ce qu'on nous apporte? Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Parce qu'après, il ne faudrait pas qu'on puisse se plaindre. Parce que malheureusement, on se plaint. Non, ils ont voté des lois. En fait, ces lois-là ne nous concernaient pas, mais ils ont voté quand même. Mais si, dès le départ, vous n'avez pas été exigeant avec le candidat, que vous avez accepté des pots de vin, bon, il va, à la fin, lui, voilà, il va voter ce qu'il veut voter. Mais quand il sait que derrière, il y a une population qui l'a mandaté pour lui dire, ah, tu vas, tu nous représentes, et donc tu te dois de pouvoir exprimer en fait nos ressentiments, nos problèmes, aller parler de nous, je pense que cette personne-là est à même de véritablement d'être digne d'être à l'Assemblée nationale et pouvoir voilà, proposer de bons projets de loi pour la population. C'est bien ce que vous dites, parce que bon, chaque année, on a pratiquement le même scénario. Hein. Bon, pas chaque année, chaque période électorale, on a pratiquement le même scénario. Ce sera aussi judicieux pour l'Ivoirien lambda, pour le citoyen, d'aller aussi vers ces élus-là pour voir un peu ce qu'on leur propose. C'est ça. Donc, en fait, pour nous, comme je le disais tout à l'heure, il faut que chaque Ivoirien puisse s'imprégner du programme d'action de l'autre. Parce qu'il ne faut pas rester fermé. Parce que, bon, non, je suis du parti Y, donc je reste, qu'on appelle ça, non, mon candidat, c'est le meilleur, mais l'autre, qu'est-ce qu'il dit même? En fait, souvent, il faut avoir, en fait, qu'on appelle ça, l'ouverture d'esprit. Aller vers l'autre, s'instruire, se cultiver. En fait, c'est aussi c'est super preuve de culture. Aller s'informer auprès des autres. On dirait que lui, là, il propose mieux. Ah, chef, est-ce que tu ne peux pas changer un peu? Tu ne peux pas revoir sa stratégie? Je pense que cela va améliorer même les conditions même de vie de l'Ivoirien. Parce qu'en fait, si véritablement nous sommes formés en matière de démocratie, parce qu'en fait, il faut avoir la culture démocratique. Qu'est-ce qu'il nous propose? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça va emmener chaque candidat à pouvoir véritablement prendre le temps de nous proposer de bons programmes d'action. Parce qu'en fait, malheureusement, le triste constat, on ne met même pas l'accent là-dessus. Hier, par exemple, je tenais à féliciter la RTI qui véritablement montre les différentes campagnes. Voilà, il y a un déploiement de couverture total pour tous les candidats. Pour tous les candidats, on tenait véritablement à féliciter la RTI pour cela. Je voyais un candidat qui, en fait, quand on demandait son programme d'action, il a pris un feuillet et puis il commençait à lire. Il dit, voilà,
Ça devrait couler de source. En principe, ça devait couler de source. Puisque c'est ce qui est intrinsèque à vous, que vous voulez proposer à vos populations. Mais si vous devez prendre le bout de feuillet et puis commencer à lire, là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis l'accent sur ce contenu-là, ce programme-là. Ça n'a pas été travaillé. Il a juste en fait recopié quelque chose et puis bon, il balance. Et justement, parlons de ce que nous sommes en train de faire ici, sur les différents profils. Vous avez évoqué tantôt l'instruction pour certains électeurs. Malheureusement, notre pays ne bénéficie pas forcément d'une place élogieuse en matière d'instruction, de couverture. On a un taux d'analphabétisme qui est encore élevé, relativement élevé. Donc pour les populations qui forcément ne comprennent pas le message du candidat, comment elles font pour vraiment opérer un choix judicieux? D'accord. Pour moi, en fait, ce sont des élections même législatives. Donc, en fait, ces personnes-là sont natives elles sont dans une région, dans une localité. Et même quand elles ne peuvent pas parler véritablement... Le patois, on prend un traducteur. On prend un traducteur, on se fait accompagner d'un traducteur pour dire « Ah, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il va faire ». Et même, ce serait judicieux même de prendre en fait ces traducteurs-là, surtout pour nos populations en milieu rural, parce que ces populations-là sont très nombreuses. Et malheureusement, ce sont ces populations-là qui sont grugées. Parce que, bon, on dit « Ah, il a dit, non, je dis, voilà ce que je propose ». Et donc, et même cela rapproche même le candidat de ces différents électeurs-là. À lui, au moins, il prend le temps de nous écouter, il prend le temps de traduire ce qu'il veut, voilà, de nous traduire, de nous faire comprendre véritablement ce qu'il veut. Je pense que il peut y avoir de bonnes surprises. Très souvent, ceux qu'on se dit qui ne sont pas en fait des candidats majeurs, mais en fait, en faisant usage en fait de ce que vous avez préconisé tout à l'heure, d'aller en fait de faire ce B2B là avec les populations en zone rurale, cela va favoriser en tout cas un changement même de choix. Ah, lui, voilà, pourquoi pas. Lui, se sentant proche et rassuré, voilà, du coup, il vient vers nous, il entend il parle notre patois, il nous aide, voilà, il nous fait comprendre véritablement ce qu'il veut. Et nous aussi, on est certains. C'est un critère de sélection, c'est pas un critère de discrimination du tout. C'est pas forcément qu'on parle la langue de chez soi. On peut prendre quelqu'un, on peut prendre quelqu'un pour nous accompagner, pour qu'on puisse toucher toute la population. Parce que cette élection concerne toute la population ivoirienne. Et donc, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas se limiter aux jeunes, aux enfants ou bien aux leaders. Il faut en fait aller vers les populations, aller parler aux populations pour que ces populations prennent le temps. Ah, aujourd'hui, je vais aller voter. Elles décident en fait d'aller voter. Parce que très souvent, les populations ne vont pas voter parce qu'elles se disent... Bon, elles ne se sentent pas concernées. Elles ne se sentent pas concernées. Et bon, moi, je pourrais dire, on ne m'a pas approché, je ne sais même pas qui fait quoi. Qui est-ce que se présente? Moi, dans ma commune, pour le moment, ils n'ont pas encore fait ce porte-à-porte-là. C'est plus des grands rassemblements. Et puis, comme je le disais tout à l'heure... De l'animation. Voilà, de l'animation, ces grands panneaux. Non, il faut aller vers les personnes. Ah, voilà, je pense qu'il y a telle loi, il y a telle loi. En fait, si vous me portez à la tête, je vais contribuer en tout cas à améliorer ces conditions. Voilà, je pense que c'est important. C'est une proximité, c'est un B2B qu'il faut garder même après les élections. Hein. Oui, c'est ça aussi être citoyen. Avant les élections même d'abord, puisque en fait, la période, la candidature, elle se prépare bien avant. Bien sûr, oui. Bien avant, au minimum au moins 5 ans bien avant. C'est-à-dire on ne prend pas sur le coup de choses. Donc, c'est-à-dire mener des actions internes, quotidiennes, régulières auprès des populations. Vous préconisez une action conservatrice? C'est dire rester avec les personnes qu'on connaît, qui sont vraiment, on va dire, familières à notre environnement ou de nouvelles personnes. Bon, il faut aussi de nouvelles personnes. Il faut susciter, voilà. Non, ce que je dis, c'est qu'il faut se faire connaître même déjà dans la localité dans laquelle on voudrait être élu. Et donc, mener des actions à passer, même sans moyens. Parce que très souvent, malheureusement, les gens se disent les élections, c'est beaucoup d'argent. Mais je me dis aussi, en fait, c'est surtout le stratégique. Oui. Il faut véritablement être stratégique et puis pouvoir poser des actions quand il faut, comme il le faut. Aussi, quand vous parlez, la question que vous avez posée tout à l'heure,
Oui, il dit qu'il faut rester avec la population même après les élections. Voilà, après les élections, ça, c'est la norme même. C'est la norme. Parce qu'il y en a qui disparaissent après et puis on ne sait plus. Voilà. C'est pour ça que je dis... Les populations ne les voient qu'à la télé. Je disais aux populations d'éviter la corruption. En fait, parce que très souvent, on va vous donner un billet de 1000 francs ou bien 2000 francs, venez voter. Après, cette personne-là, elle peut disparaître. Elle n'a plus de compte à vous rendre. Donc, il faut pouvoir perpétuer, en fait, pérenniser en fait, ces genres de relations pour que, quand il y a une décision, il y a un texte de loi qui est proposé à l'Assemblée nationale, on retourne en fait, vers ces populations pour dire « Ah, voilà ce qu'on nous propose, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous en pensez ?» Pour que, en fait, ce député-là puisse véritablement venir à l'Assemblée nationale et porter la voix du peuple. Porter, en fait, le besoin du peuple à l'Assemblée nationale. Après consultation. Après consultation. Voilà, pour que, en fait, ça c'est la pérennité, en fait, des relations avec les électeurs, entre candidats et électeurs. Finalement, il faudrait que même l'électeur puisse prendre conscience du pouvoir que lui-même détient, parce que tout le monde ne peut pas s'installer à l'hémicycle, donc on choisit un représentant. Un représentant. Et dans ce choix-là, il y a un suivi à faire en amont et puis en aval. Et donc après, il faut aussi exiger aux candidats de faire des feedbacks réguliers et non pas rester dans sa chapelle politique pour recevoir les informations. Très bien. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, quand il y a eu véritablement ce B2B avec les populations, quand on a véritablement fait le choix qu'on voulait faire, c'est-à-dire on a décidé, en fait, on a convaincu les populations en tant que candidats. Et nous-mêmes, en tant qu'électeurs, on a fait le choix qu'on voulait véritablement faire. En fait, ce retour-là se fait de manière prompte, spontanée, parce que la personne sait, en fait, d'où elle est partie, sur qui elle a compté pour être là. Et comment est-ce qu'elle a pu obtenir en fait, ces voix-là pour être là? Parce que là, elle n'a pas utilisé en fait, des moyens subtils en fait, pour pouvoir accéder en fait, à ce trône en griffe. En griffe. Et donc, ce retour-là se fait de manière spontanée. Donc, c'est aussi un appel en fait, aux différents candidats. Parce que très souvent, quand on finit de faire ce tapage avec tous les bruits, en fait, tout autour, on oublie complètement nos électeurs. Pour nous, on est élus, on a encore 5 ans pour régner comme on veut. Bon, non, c'est pas un problème. Ceux-là, à la veille des élections, on va mettre tout le dispositif. On va sortir le grand jeu, on va mettre à disposition du matériel, on va mettre des sacs de riz. Des t-shirts. Voilà, surtout des t-shirts, malheureusement. Oui. En zone rurale, on aime beaucoup les t-shirts. On va produire beaucoup de t-shirts à notre effigie. Quand ils vont porter avec des casquettes en plus, vous verrez qu'ils sont partants. Il y a un renouvellement de la garde-robe qui... Voilà, malheureusement. Je pense que nous, en tant que secrétariat d'État chargé du service civique, c'est le travail que nous faisons chaque fois quand nous partons dans ces zones-là, dans les zones rurales. Lorsque nous faisons des formations, nous parlons de la culture démocratique. Pourquoi est-ce que c'est important de voter? Le pouvoir même que nous, en tant qu'électeurs, nous détenons. En fait, c'est nous en fait, qui positionnons en fait, ces personnes-là, qui leur donnons ce pouvoir. Nous donnons une partie de nos pouvoirs en fait, à ces députés. Et donc, nous sensibilisons en fait, la population à pouvoir véritablement comprendre que le processus électoral, ce n'est pas le bling-bling autour, mais qu'est-ce que lui, là, il nous apporte de manière concrète? Cette personne, cette femme, cet homme, qu'est-ce qu'il nous apporte de manière concrète? Voilà. Et donc, c'est cette éducation-là nous faisons très régulièrement lorsque nous menons nos actions de sensibilisation et de formation. Alors, autant les électeurs sont exigeants vis-à-vis des candidats, ils devraient aussi s'appliquer cette même exigence-là dans le prolongement, bien sûr, de la collaboration. Est-ce qu'il est de bonne loi que les populations sollicitent tout le temps le candidat pour des actions sociales, pour du folklore? Pourtant, il est juste investi d'une mission de représentativité. C'est malheureusement l'attitude en fait, que nous déplorons par rapport aux différents électeurs. Parce que c'est en fait cette culture démocratique-là qui n'est pas encore véritablement appropriée par nos populations. Il faut leur faire comprendre que l'élu local n'est pas en fait... Le parrain de tout. Le parrain, ce n'est pas la Caritas. Non, ce n'est pas la Caritas, ce n'est pas Madame le ministre de la Solidarité. Non. En fait, cette personne-là, elle est là pour quelque chose de bien précis, aller en fait porter notre voix à l'Assemblée nationale. C'est un bon speaker. Voilà. Cette personne-là va venir remonter à Monsieur le Président de la République nos besoins, nos préoccupations.
Je pense que ça, mais c'est encore plus grand, parce que là, au moins, ça va déteindre sur tout le monde. Mais malheureusement, le triste constat que nous faisons en Côte d'Ivoire, c'est que les électeurs, quand il est élu, c'est-à-dire pratiquement, il dort même à la porte de l'élu local. Oui, une longue file d'attente pour toutes sortes de sollicitations. Il faut qu'on arrête cela. Et si ici, il a eu le malheur de refuser, bon, on l'attend au tournant, quoi. Non. Au carrefour vers le virage. L'éducation de nos populations est véritablement cruciale dans ce sens. Merci beaucoup, Madame Georgette Kwasi-Bon. On rappelle qu'elle est directeur du civisme et de la citoyenneté. Aujourd'hui, attitude citoyenne en période électorale. On espère que vous avez pris bonne note pour savoir comment vous comportez et même jusqu'après le 6 mars prochain. Nous allons remettre une couche quant à l'information qui fait l'actualité, à savoir les élections. Mais le préalable, c'est qu'il y ait vote. Et donc, c'est une disposition qui revêt un caractère très important qu'il faut disséquer ici. Et nous allons le faire en compagnie de M. Landry Couillot, conseiller juridique. Voter un droit fondamental et un devoir républicain. Ce sera juste après ce jingle envoyé par Jacques Brou. Et sans transition, voilà, nous recevons notre invité. Bonjour, Monsieur Landry Couillot. Bonjour. Bonjour, Monsieur Landry Couillot. Bienvenue. Alors, première question, que signifie voter? Alors, voter est une opération techno-administrative à incidence politique qui consiste à convoquer des nationaux inscrits régulièrement sur une liste électorale à venir désigner soit des représentants ou alors se prononcer sur un texte de loi. Lorsque vous êtes convoqué directement pour vous prononcer sur un texte de loi, l'on parle de référendum. Mais lorsque l'on vous convoque afin de désigner parmi les personnes qui se sont proposées comme candidats pour un poste spécifique, comme celui de député à l'Assemblée nationale, à ce moment, vous allez voter pour une personne. Donc c'est cela, voter. C'est choisir parmi plusieurs personnes, une que nous estimons être la meilleure et qui incarne parfaitement le profil de la fonction qu'elle prétend exercer. Alors ce choix est lourd de plusieurs conséquences. Il faut connaître ces conséquences-là. Lesquelles sont pour pouvoir opérer le bon choix finalement? Déjà, il faut savoir une chose. Voter fait l'objet, bien sûr, d'un encadrement juridique. Et lequel encadrement juridique est d'ordre constitutionnel. C'est très important. Le droit de vote, ce n'est pas n'importe quel droit. C'est un droit fondamental. À la limite, c'est le plus précieux des droits, après le droit à la vie. Parce que pour voter, il faut être en vie, n'est-ce pas? Quand vous prenez les articles 31, 32 et 33 de la Constitution, dans son titre premier, qui concerne les droits et devoirs du citoyen, c'est la partie la plus importante pour chacun d'entre nous, en tant qu'individu. L'article 31 dit que la souveraineté appartient au peuple, donc à chacun d'entre vous. L'article 33 dit que cette souveraineté s'exprime par voie élective, par le fait de choisir, par le référendum ou choisir ses représentants. Ça veut dire que lorsque vous dites que je suis quelqu'un de souverain ou que je participe à la souveraineté de mon peuple, cela veut dire que j'exerce mon droit de vote. J'en jouis et je l'exerce. Par voie de conséquence, c'est donc votre souveraineté qui incarne la dignité d'un peuple procède de votre droit de vote, vous ne pouvez donc pas le marchander. Alors j'emboîte le pas, madame, pour dire, lorsque vous désignez quelqu'un pour 5 ans, soit 1825 jours, n'est-ce pas? Oui. Et que vous marchandez cela en moyenne, puisque, vous savez, les gens deviennent de plus en plus exigeants, donc 2000 francs CFA. Cela revient à ce que votre valeur en tant que personne humaine, en tant que citoyen, est à moins de 2 francs CFA. Donc 1,09 francs CFA. Voici ce que vous valez pour le candidat qui est élu. Mais si vous ne valez même pas plus cher que le poulet qu'il mange à midi, pourquoi voulez-vous qu'il s'inquiète de vos revendications, de vos réclamations? Il vous a acheté à moins de 5 francs CFA. Voici votre valeur. Toutes les fois où vous dites en tant que jeune femme ou individu, je vais prendre pour moi cette fois-ci, là, ce sont les élections, c'est la traite. Mais vous estimez votre valeur en tant que citoyen. Et vous ramenez ou rabaissez la citoyenneté et surtout la souveraineté du peuple de Côte d'Ivoire à quoi? À moins de 2000 francs CFA. Mais par la suite, pourquoi se tombe-t-on que ces personnes-là ne reviennent pas vers vous?
Alors, Maître, on va insister encore sur ce fait pour surtout dire à nos téléspectateurs qu'il est important de voter, cette importance-là. C'est important de voter et de voter surtout selon son intime conviction et en toute conscience, sans que cela n'ait fait l'objet d'un certain marchandage. Vous ne vendez pas votre voix, de quelque manière que ce soit. Vous n'irez pas voter pour quelqu'un parce qu'il vous aura donné une certaine somme d'argent ou de la marchandise. Vous irez voter parce que vous avez décidé que tel choix est le vôtre et que vous voulez l'exprimer. Parce que la loi vous l'accorde. C'est un véritable privilège. C'est un droit. Ce n'est pas un devoir. Et pardon, ce n'est pas une obligation. C'est un droit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en République de Côte d'Ivoire, vous êtes libre de ne pas aller voter. Vous avez le droit de vous abstenir de voter. N'est-ce pas? Mais personne n'a le droit de vous empêcher d'aller voter. L'article 32 de la Constitution dit ceci. Personne ne peut s'arroger une partie de la souveraineté. Toute ou partie de la souveraineté. Ça veut dire de droit de voter. Ça veut dire que vous ne pouvez pas m'empêcher, moi, de voter, quand bien même vous constituez la majorité des personnes. Bien sûr. Concrètement. Que vous représentez 99,99% de la population ivoirienne. Ça veut dire électeurs et les non-électeurs y compris. Et qu'il n'y ait que moi qui aille voter, vous ne pouvez pas m'empêcher d'aller voter. C'est mon droit, n'est-ce pas? Et cela veut dire aussi que parce que c'est un droit, n'est-ce pas? Quand je décide de ne pas aller voter, je ne peux faire l'objet d'aucune poursuite, ni judiciaire, ni administrative, encore moins l'objet de réprobation sociale. Mais ailleurs, dans d'autres pays, voter est une obligation. Vous me direz, ben comment? Prenons par exemple un pays européen, la Belgique, où le taux de participation à toutes les élections avoisine les 90%. Les 90%, ça fait rêver, n'est-ce pas? C'est record, oui. Mais 90%, pourquoi? Parce que lorsque vous n'allez pas voter, que cela n'est justifié par rien du tout, vous encourez une amende. Une amende qui varie, lorsque c'est la première fois que vous commettez cette infraction, entre 30 à 60 euros. Et lorsque vous êtes un récidiviste, on va jusqu'à 150 euros. On va plus loin encore. On va plus loin parce qu'on estime que voter est un devoir républicain. Par voie de conséquence, vous lâchez la République, vous la trahissez, vous tournez dos aux institutions, vous les affaiblissez, vous êtes un traître à la nation. Par voie de conséquence, vous risquez d'avoir des sanctions administratives, interdiction d'avoir des promotions, une nomination, et souvent même lorsque, au cours des 4 années qui ont précédé cette situation et que vous n'avez pas voté, mais vous êtes rayé de la liste électorale. Dire combien de fois c'est important de voter, surtout en République démocratique. Parce que République signifie chose publique. Ça veut dire qu'on vous engage, vous vous engagez à participer au vécu politique, au vécu social d'une société. Vous ne pouvez pas vous mettre en marge. Voici pourquoi est-ce qu'il faut aller. Même si en Côte d'Ivoire, ce n'est qu'un droit, mais c'est un droit très important qui justifie votre présence et vos prétentions en tant que citoyen. Justement, restons sur cette même lancée, hein, parlons d'exigence, de degré d'exigence à avoir et aussi d'abstention ou de volonté de voter. Oui. Cela doit s'asseoir finalement sur une bonne compréhension de ce droit ou de ce devoir dont on est investi. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait qu'on a des personnes qui ne s'intéressent même pas à la chose? Pourtant, c'est, on va dire, de facto, de leur naissance, elles ont ce droit-là. Vous savez, c'est culturel. On acquiert connaissance, on est sensibilisé à quelque chose parce qu'on en est instruit et éduqué. Donc déjà, puisque l'école ne se borne pas à fabriquer des administrateurs et des techniciens, mais que l'école a pour mission première, en tant qu'institution idéologique de la République, de construire des citoyens. Au final, que vous soyez médecin, magistrat, plombier ou autre, si vous êtes passé par le cursus scolaire, il faudrait que lorsque vous sortez de là, soit prématurément ou à terme, vous en sortez un citoyen. Ça veut dire quelqu'un qui a conscience de participer à la vie de la nation. Donc c'est déjà l'école, dans le manuel scolaire, dans les catalogues qui sont proposés, que l'on puisse donner à l'enfant dès la classe de maternelle, dans le préscolaire, les fondamentaux. Vous allez aux États-Unis, on leur apprend déjà à maternelle l'exercice du vote. C'est quoi voter? Il va à un bulletin de vote, il choisit entre ses amis celui qu'il veut, qu'il désigne comme étant un délégué. Il pratique cela. Il nous faut pouvoir permettre à nos enfants, dès le préscolaire,
au primaire, au secondaire, de pratiquer. C'est vrai qu'on a des délégués de classe, mais il faudrait que ce ne soit pas qu'un simple exercice banal. Il faudrait qu'ils comprennent que leur existence même procède de ça en tant que citoyen. Et s'ils ne le pratiquent pas, ils perdent en valeur. Ils renouvellent leurs valeurs. Ils disent au reste du monde et à leurs concitoyens qui ils sont lorsqu'ils vont voter. Mais lorsqu'ils ne vont pas voter, ils s'éliminent du jeu politique, de la contribution au débat public, et par voie de conséquence, ils s'interdisent de parler. Tu n'es pas allé voter pour le député, et puis tu as eu le critiquer après. On a demandé de pouvoir se prononcer sur une loi référendaire, soit de la Constitution, tu dis, toi tu t'abstiens, et puis après tu es venu critiquer. Tu peux émettre la plus belle des critiques, mais elle perdrait toute légitimité, parce qu'au moment où il fallait décider pour de vrai, tu n'y étais pas. Voici ce pourquoi est-ce que c'est important. Pour que nous puissions compter pour de vrai en valeur, en qualité comme en quantité, il est important de pouvoir se plier à cet exercice-là. Parce que c'est un privilège. Savez-vous que ça n'a pas toujours été ainsi dans l'histoire des sociétés. Ça n'a pas toujours été ainsi. Il y a des moments, il y a des époques, de très longues époques qui se sont écoulées sur une longue période du temps où voter était inexistant. On ne pensait pas un seul instant désigner son chef parce qu'on aurait voté. Parce qu'on considérait qu'une partie de la population était considérée comme étant des sous-hommes, des gueux. Aujourd'hui, on considère que votre suffrage, il est universel, il est direct, il est secret, mais il est surtout égal. Ça veut dire un vote égal à un autre vote, quelle que soit la naissance. Mais c'est un privilège qu'il faut saisir. Pour les femmes, mais elles n'avaient pas toujours le droit de voter. En Angleterre, dans les années 30, elles se sont battues pour pouvoir obtenir ce droit de vote, lequel a déteint sur le reste du monde. Aujourd'hui, on vote à 18 ans, mais ça n'a pas toujours été le cas. On votait souvent à 21 ans. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, on a donné la possibilité à la plus grande partie de la population de pouvoir faire l'exercice de ce qui est si précieux pour nous, c'est-à-dire voter. Alors, quand vous décidez de voter, mais votez en toute conscience. Bien sûr, maître, c'est bien de le dire. Hein. Il faut repartir depuis la base pour faire comprendre que c'est important de voter, refaire un peu notre éducation dans ce sens-là, bien sûr. Alors, quelles sont les restrictions du droit de vote? Alors, s'il y en a, bien sûr. Déjà, pour que vous puissiez voter, il faut être un national dans un pays donné. Dans la Côte d'Ivoire, il faut être un national ivoirien. Mais ça ne suffit pas. Mais si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, combien d'opérations d'enrôlement ont été faites et que même des Ivoiriens, parce qu'on parlerait d'instruction, mais des étudiants refusent d'aller se faire enrôler. Il faut les supplier. Vous vous imaginez un seul instant? Moi, je comprendrais qu'on aille en zone rurale ou bien même en zone urbaine et qu'on croise quelqu'un. Mais c'est un retrait volontaire, ce retrait volontaire de. Ils n'en voient même pas l'importance. Le problème, c'est qu'il aurait pu te dire je boude pour des questions d'ordre politique. Mais quand le gars te dit, il ne voit pas l'importance d'eux. Mais c'est qu'il n'a pas compris. Mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas à ce que lorsqu'on arrive à un tel niveau, je dis bien un tel niveau, où on prétend à des postes de haute qualité pour pouvoir participer à la vie économique, à la vie administrative de son pays, et qu'on se dise que, il n'y a même pas d'aller voter, hein, être inscrit sur la liste électorale, chose que l'on ne trouve pas importante. Ce n'est pas possible. Ou on dit, je n'ai pas le temps de. C'est vraiment pas possible. Si vous voulez travailler dans un pays, pour un pays, et que ce pays-là se construit par des représentants, comment voulez-vous que votre patron, là, vous puissiez lui reconnaître toute l'autorité si vous ne participez pas à sa désignation? Peut-être qu'ils ne se reconnaissent pas finalement dans tout ce qui se fait, voilà, pour qu'ils se mettent en retrait volontairement. C'est qu'il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Pour que vous puissiez, aujourd'hui ou à terme, vous reconnaître en quelque chose, il va falloir participer à ça. Si vous ne participez pas, vous vous interdisez, vous ne reconnaîtrez jamais en la chose. Qui perd dans cette histoire-là? Ce n'est pas celui qui est désigné, il est déjà désigné. Il a tous les privilèges qui vont avec. Mais c'est vous qui allez continuer à bouder. Comme on dit à Abidjan, c'est votre gourmet qui va vous tuer. Si vous voulez vous sentir concerné et que les choses se fassent selon que vous voulez, mais allez-y désigner. Allez-y compétir, participez à cela. Moi, ça ne m'intéresse pas, je reste dans mon coin et tu murmures. Ben, les gens votent. Qu'il y ait 1% de participation. Celui qui est désigné est désigné. Ça veut dire que s'il y a une seule personne qui va désigner cette personne, mais il est désigné. C'est votre droit de ne pas y aller. Mais cela n'interdit pas l'autre d'y aller. Donc, par voie de conséquence, être dans l'abstention, soit parce qu'on boude, soit parce qu'on ne se reconnaît pas, n'est pas une solution. La seule solution, c'est l'action. Allez-y, votez, soit pour approuver, soit pour désapprouver, mais allez voter. Donnez-vous la chance d'apporter le changement que vous espérez autant.
on est en période électorale, en matière législative. Vous dites, bon, de toutes les manières, c'est fait. On connaît qui a gagné. Ah, donc vous êtes doué de dons divinatoires. Vous savez exactement ce qui va se faire par la suite. On ne sait jamais les résultats d'une élection. Tout peut se passer à tout moment. Il y a des estimations, il y a des tendances des fois qui sont... Les tendances sont en fonction de ce qui s'est fait dans le passé ou précédemment. Si par exemple on prend une tendance sur un taux de participation de 25%, le résultat ne sera pas le même si le taux de participation part à 40%. Or, on est à 25% parce que vous êtes interdit d'aller voter. Du coup, ça influence finalement même le choix de la personne. Parce que si les tendances se penchent pour quelqu'un avec qui n'a pas forcément d'assentiment, il se dit, du coup, pourquoi aller voter si cette personne-là... Mais c'est un raisonnement par l'absurde dans le sens où, si vous comprenez que cette personne-là a une tendance qui lui est favorable parce que vous n'y êtes pas, il faut avoir de mathématiques. Si vous y êtes, sa tendance change. C'est aussi simple que ça. Vous êtes 10, il s'est fait élu avec 5 personnes. Vous êtes 10 de l'autre côté. On vous dit, avec les mêmes 5 personnes, il gagne. Vous êtes 10 et puis vous dites, bon, c'est déjà fini. Mais si vous allez voter, il ne gagne plus. Plus du tout, c'est mathématique. C'est pourquoi ce que nous disons aux gens, pas que parce qu'on a envie de vous déplacer et de vous fatiguer, nous le disons parce que c'est important pour vous-même. Parce que pour ces élections-là, qui sont celles qui vont nous permettre de désigner des représentants à l'hémicycle, lesquels vont porter vos exigences, vont pouvoir même modifier le cours de l'histoire de la Côte d'Ivoire selon la qualité de la loi et la pertinence des lois qui seront proposées, il est important que vous y participez. Si ceux qui y sont désignés et qui ne font pas votre affaire, mais vous allez payer le prix. Pour 5 ans, c'est 1825 jours. C'est pas rien. C'est très important. Et un jour, c'est toute une souffrance pour les gens. C'est un tournant crucial, hein, on le comprend. Mais oui, c'est un tournant crucial pour l'histoire démocratique en Côte d'Ivoire. 2020, 2021, ces élections sont fondamentales. Je vous précise une chose. Ceux qui seront élus ici, maintenant, là, le 6, là, à 70%, ils seront réélus en 2025. Et pourquoi? Par prospective politique. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que dans la vie d'une nation, il y a des moments phares. 90, 2000, 2010, 2020. Vous comprenez? Et donc, quand vous observez, quand vous faites une analyse en matière politique et géostratégique, vous vous rendez compte qu'il y a des moments charniers. Et si vous n'intervenez pas à ces moments-là, vous aurez à supporter ce qui a été désigné pendant cette période-là, pour 10 ans. Vous comprenez? Donc, si nous voulons un changement véritable en termes de la qualité du personnel politique, parce que les Ivoiriens se plaignent, comme quoi les députés ne sont pas à la hauteur, ils ne vont jamais vers eux. Ce sont de véritables mécaniques qui disent oui, qui disent non, on ne les voit jamais. Ils ne vont jamais nous faire un retour. Mais si vous voulez des personnes qui sont en capacité de vous faire un retour, des personnes qui sont en capacité de garder le contact, même après avoir été élus, et surtout après avoir été élus, si vous estimez qu'il est temps pour la Côte d'Ivoire d'avoir une démocratie qui est influencée par le citoyen et dans le quotidien, c'est le moment d'aller désigner, choisir ces personnes-là, parce qu'elles se proposent. Monsieur Landry Couillot, toujours dans la même lancée, hein, à quel moment on parle d'abstention? C'est vrai qu'on incite tout le monde à aller voter et tout. À quel moment on parle d'abstention? Déjà, premier fait, l'abstention est trop importante en Côte d'Ivoire. Oui. C'est pourquoi est-ce que, si j'étais député, j'imposerais que le vote soit obligatoire. Okay. On est dans une jeu de république, on a besoin de la construction. Comme votre enfant, lorsque vous l'éduquez, souvent vous passez à la chicotte. C'est important, il faut l'obliger. Bon, c'est un choix. C'est un choix. Je proposerai cela. Et c'est pas mauvais quand vous avez un pays comme la Belgique qui est très avancé, comme l'Australie qui est très avancé et qui font du droit de vote une obligation. Cela montre combien de fois c'est important. Mais déjà, l'abstention, qu'est-ce que c'est? C'est le fait pour vous de dire « je n'y vais pas ». Oui. J'ai conscience de ce qui va se passer, sauf que je ne veux pas y aller, je ne veux pas me déplacer pour aller voter. Parce que j'estime que ceux qui sont présents ne proposent rien qui m'arrange, soit que j'estime que je ne porte aucun intérêt même à cette échéance électorale. C'est cela l'abstention. Mais le risque de l'abstention, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est que vous risquez de supporter des décisions qui ne sont pas forcément celles que vous aurez voulu. Comme on dit, il est préférable de mourir les armes à la main. C'est mieux. Je suis allé, j'ai tenté de changer les choses, ça n'a pas pu se faire. Au moins, j'ai cette compensation-là pour moi. J'ai cette consolation liberté pour de moi. conscience aussi. Voilà, c'est important. Et à la limite, même d'un point de vue du rapport juridique et politique, vous avez tout le droit de dire
et de continuer le débat, parce que vous y avez participé au moment crucial, vous êtes allé voter. Mais lorsque vous vous abstenez, ça veut dire que vous dégagez de toute responsabilité, c'est difficile par la suite de venir critiquer ce à quoi vous n'avez pas participé. C'est comme quelqu'un, on dit, viens, on va organiser une fête en famille. Et puis tu dis, bon, je ne cotise pas, ça ne m'intéresse pas. Et puis ensuite, il y a les photos. Et puis tu critiques les photos là. Mais pourquoi tel était comme ça? Il paraît que vous n'avez pas bien mangé et que la riz n'était pas bien cuit. Ton problème, il est où? On t'a dit de venir participer, de venir donner de l'argent, de venir participer à la cuisson. Tu n'y étais pas, ça ne t'intéresse pas. C'est ce qu'on lui dira, vrai ou faux. Ça veut dire même de manière triviale, dans l'ordinaire même des êtres humains. C'est ainsi comment est-ce qu'on va réagir vis-à-vis de cette personne, à plus forte raison au niveau politique. Et on va y revenir sur cet aspect-là, juste après le micro-trottoir que l'on vous lance maintenant. Les Ivoiriens nous disent pourquoi ils votent ou pourquoi ils ne votent pas, tout simplement. Moi, je ne vote pas parce que c'est pour deux raisons, en fait. La première raison, c'est que les politiciens viennent, les candidats viennent se présenter vers nous pour dire leurs projets et autres. Mais quand ils sont assis, ils ne font pas ce qu'ils disent. Maintenant, pour la deuxième raison, il y a trop de querelles entre nous, les peuples et autres. Donc c'est pour ça que moi, j'ai décidé de ne pas voter. Je ne vote pas parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'a toujours pas intéressé, vraiment, ces histoires de vote et tout, voilà. Je le dis, j'ai d'autres défis, en fait, voilà. J'ai d'autres challenges. Je suis plutôt focus là-dessus. Voter, c'est un devoir civique, voilà. Mais moi, par contre, je ne prends pas la peine de voter parce que je suis quasiment focalisé sur mes objectifs et mes ambitions, voilà. Je n'ai pas le temps pour pouvoir aller voter, quoi. Je ne vote pas parce que je n'ai pas pu me faire enrôler à temps. Je ne sais pas si c'est possible de faire les votes avec les anciennes pièces d'identité, si les anciennes pièces d'identité sont encore valides ou si c'est accepté dans les bureaux de vote. Je vote parce que je suis un citoyen ivoirien. C'est normal que je parte voter parce que c'est mon droit et mon devoir aussi de voter. Quand je vote, d'abord, il faut savoir que c'est le vote des législatives. Et qui parle de législative parle du député. Le député, c'est lui qui vote les lois pour nous. Et si nous refusons de voter, elle dit que n'importe qui peut se lever et aller à l'Assemblée nationale. Et en ce moment, les lois qui passeront ne seront pas des lois que nous voulons. Voilà pourquoi il est bon de voter, de choisir celui que nous voulons, qui soit notre représentant à l'Assemblée nationale. Il faut reconnaître que voter, ça signifie que nous sommes d'accord pour qu'une élection ait lieu. Sinon, si nous abstenons, ça suppose que j'ai quelque chose dans mon cœur. Et ce quelque chose va exploser un jour pour donner un conflit. Donc, si nous acceptons de voter, ça dit que nous sommes d'accord sur une certaine base, sur certaines bases. Et ces bases, c'est le consensus. Ces bases, c'est un accord pour élire nos élus, pour aller choisir nos élus. Le vote, c'est important. En tant que citoyen, on doit voter pour choisir un élu du pays, pour développer aussi le pays. Parce que, comment on peut dire cela? Voter, c'est un devoir des citoyens. Maintenant, la situation du pays, ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, on se demande pourquoi voter. Et ce qu'on met à la tête du pays, souvent, ce qu'on attend d'eux, c'est pas ce qu'on reçoit. Donc ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ne trouvent plus la nécessité de voter. Sinon, il est vraiment important de voter. Voilà, de retour après ces questions. Les Ivoiriens nous disent pourquoi ils votent, pourquoi ils ne votent pas. On l'a entendu, hein, je ne vote pas parce que ça ne m'intéresse pas, je ne vote pas parce que voilà, j'ai des objectifs à atteindre et tout. Est-ce que souvent les difficultés de la vie ne nous détournent pas de ce droit de vote-là? Déjà, ce que vous pouvez dire sur ce qu'on vient de voir. Quand on vient d'écouter cela, première analyse en tant que conseiller juridique et politique, c'est que l'abstention est importante dans ce pays. L'abstention est le mal principal. Quelle que soit la raison, les Ivoiriens ne vont pas voter. Il y a eu 7 intervenants. Il y a eu 4 qui ont dit clairement qu'ils ne vont pas voter. Il y a eu 2 qui vont voter et puis le dernier, il ne vous dit pas s'il va voter ou pas. Il vous dit c'est important, mais il ne vous dit pas s'il vote ou pas. Cela veut dire quoi? Cela est symptomatique de la situation en Côte d'Ivoire, où le taux d'abstention est fondamentalement trop grand. Et plus nous avançons, plus le taux d'abstention devient de plus en plus important. Et il faut y remédier fondamentalement. Cela est sous-jacent à des arguments qui ont été énumérés. J'y arrive. Déjà même pour la qualité de nos institutions, leur crédibilité.
C'est vrai que quel que soit le taux de participation, d'un point de vue légal, vous êtes élu, vous êtes élu. Mais parce que nous sommes en démocratie et que le pouvoir revient au peuple, l'idéal, c'est que le taux de participation soit le plus important possible afin de donner son fondement et sa légitimité aux institutions. C'est important, cela. Vous pouvez avoir de l'argent, mais si vous ne vous sentez pas être aimé, vous ne sentez pas l'adhésion des gens, vous êtes toujours mal à l'aise, n'est-ce pas? Par voie de conséquence, il faut travailler à cela. Il faut emmener les ivrognes. Or, quand on a écouté les uns et les autres, les raisons sont celles-ci. Fondamentalement, c'est parce qu'on craint des crises, des conflits, donc on veut protéger son intégrité physique et sa vie. Seconde chose, c'est une question aussi de confiance. On n'a pas confiance à nos élus. Ils nous ont sollicité à plusieurs reprises, on est déçus, donc par voie de conséquence... Justement, j'ai envie de rebondir là-dessus, et ça a été le cas, l'argument de la première intervenante qui a dit que je ne vais pas voter parce que les politiciens ne font pas finalement ce qu'ils disent. Ça veut dire qu'il y a un manque de véracité quant au discours qu'on tient et qu'après, dans l'application, est-ce qu'il y a un moyen coercitif par rapport qui revient au peuple après coup, où on subit encore et encore. Madame, le seul moyen coercitif que vous offre l'État de Côte d'Ivoire, selon la Constitution, c'est de sanctionner ces politiciens par le vote. Il m'a trompé. Je vais voter pour le dégager. Je le quitte. Mais si vous dites, il m'a trompé, je ne vais pas, il va se faire réélire. À vous dépend. Il est élu. Il va avoir tous les privilèges. C'est l'argent du contribuable qui va financer sa fonction. Vous allez en souffrir, mais qu'importe. Si vous estimez qu'on vous a trahi, que cette classe politique vous a trahi, ou certains de cette classe politique vous ont trahi, c'est simple. Vous décidez de pouvoir le sanctionner en allant voter. En somme, il faut prendre conscience du pouvoir qu'est le nôtre de choisir la personne que l'on veut pour présider aux destinées de notre belle nation, surtout au niveau des élections législatives qui pointent le nez. Et c'est l'actualité chez nous en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette émission. On aura un grand plaisir à vous retrouver demain sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Merci à vous, merci à toutes nos équipes. Que Dieu vous garde. Au revoir.